Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Juste pour vous rappeler, puisque certains d'entre vous, comme moi, ont vu Van Gogh à sa sortie. D'ailleurs, dans mon souvenir, j'avais 16 ans et j'étais un peu... Voilà, je pense avoir eu des sentiments mêlés. Et puis, bien sûr, je l'ai revu après. J'ai même parfois du mal à comprendre... les sentiments mêlés que j'avais, mais peut-être que certains d'entre vous qui ne l'ont jamais vu vont aussi les avoir. On sera là pour, j'espère, en discuter un petit peu. Pourquoi Van Gogh pour Piala ? Ce qui est intéressant, c'est qu'il adorait ce peintre au moment où lui, Piala, peignait, c'est-à-dire quand il avait autour de 20 ans. Vous savez qu'il a vraiment appris la peinture, qu'il a été peintre, que ses tableaux à lui sont littéralement ressortis de la cave, de sa cave à la fin de sa vie. Et qui sont vraiment pas mal, et que c'est des tableaux du milieu des années 40. Il a été exposé, je crois, 2 années de suite au milieu des années 40 au Salon des moins de 30 ans. En tout cas, à ce moment-là, il aimait beaucoup Van Gogh. Plus tard, il a été plus critique sur Van Gogh, sans doute aussi du fait de l'extrême notoriété, enfin du côté récurrent des reproductions de ces toiles dans notre culture, dans notre quotidien aussi. Enfin, il y a un effet de saturation. L'autre rapport entre Piala et Van Gogh, c'est un court-métrage avant qu'il fasse L'Enfance nue, avant qu'il fasse du cinéma. Piala faisait, si vous avez vu Nous ne vieillirons pas ensemble, il faisait ce que fait Jean-Yann, c'est-à-dire il faisait des courts-métrages un petit peu d'actualité ou en tout cas de voyage, ou qui étaient des courts-métrages en tout cas de commande, et il en a fait un en 65 dans une série sur les peintres à Auvers, et il a fait celui sur Van Gogh, qui est pas mal, mais qui n'a rien à voir avec ce film-ci, mais en tout cas qui se focalise sur cette période à Auvers, sur Oise, c'est-à-dire cette période incroyable de la toute fin de la vie de Van Gogh en 1890, les 2 mois et demi, où il a peint quelque chose comme 70 tableaux en 66 jours. Donc voilà, une période incroyable. En même temps, je pense que ça n'est pas un film sur la peinture, mais on pourra le discuter, on verra ça après. Et simplement sur comment ce film-ci est venu à exister. Il n'aurait sans doute pas été possible de le monter, de l'envisager financièrement, si au départ il n'y avait pas eu Daniel Auteuil qui aurait dû donc jouer le rôle de Van Gogh, ce qui aujourd'hui, une fois qu'on a vu ce film avec Jacques Dutronc, paraît incroyable. Ça aurait été un tout autre film, et finalement, pour des questions un peu de calendrier, et puis bien sûr, pourquoi pas avec Piala, de brouille, eh bien ça ne s'est pas fait, et c'est Jacques Dutronc qui avait quand même fait déjà une quinzaine de films auparavant, mais dont vous savez qu'il n'est pas un acteur comme occupation principale, qui joue le rôle du peintre. Est-ce que je veux dire autre chose avant ? Non, que bien sûr, on a choisi de clore le cycle autour de Piala par ce film, alors que ça n'est pas son dernier film. Son dernier film, ce sera quelques années plus tard, Le Garçu, puisque juste après la fin du tournage de Van Gogh, donc en 91, enfin le tournage commence en 90 et puis mort sur 91, et Piala, donc à 65 ans, a un enfant, son premier enfant, Antoine Piala, et ça donnera lieu à son dernier film qui s'appelle Le Garçu. Mais on a décidé de terminer sur Van Gogh parce que c'est vrai que d'abord ça fait un lien avec Sous le soleil de Satan, dans le sens où je pense qu'il travaille, il revient. Ceux qui ont vu le film Sous le soleil de Satan verront qu'il reparcourt certaines choses. Et puis il y a un effet de somme, alors que je pense aussi de réflexion sur ce que c'est que la légèreté, de pas forcément toute la mélancolie dont on a parlé dans tout ce cycle. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et je pense aussi de somme en tant que réflexion sur carrément le réalisme, ce qui est en gros une réflexion aussi sur le cinéma. On ne peut pas penser le cinéma sans penser la question du réalisme. Et donc ce film-là, parmi toutes ses autres qualités, nous semblait être un film
vivant, disons exemplaire de toute la richesse de son cinéma et aussi de sa noirceur, mais surtout pas un film culturel. D'où la petite déception qu'on peut avoir si on croit voir une espèce de biopic du peintre, très culturel, quoi, pour avoir des informations sur qui était Van Gogh ou son œuvre. Donc c'est tout autre chose, et évidemment on peut voir des liens entre Van Gogh tel que représenté par Piala et Piala lui-même. Bon, j'ai été trop longue pour commencer, donc je vous laisse voir le film et à tout à l'heure. Ce qui me frappe effectivement, c'est le matérialisme du film. À un moment, d'ailleurs, Van Gogh dit les femmes, il n'y a que la matière qui les intéresse, comme l'une des phrases un peu misogynes qui peut dire à un moment. En réalité, je pense que ça rejoint ce que je me dis aussi du film, c'est que le personnage de Van Gogh est du côté des femmes, socialement, en réalité. Il n'est pas... Et quand même, puisque le film, c'est comme presque tous les films de Piala, un film sur quelqu'un qui, d'une certaine façon, n'a pas trouvé sa place. On parlait de l'abandon avec l'enfance nue. Enfin bon, on ne va pas repasser tous les films, mais il y a cette idée-là. Et je me disais que ce qui pouvait décevoir dans le fait que c'est pas un film d'une certaine façon sur la peinture ou que c'est pas vraiment un film biographique puisque c'est la fin de la vie, mais c'est justement parce que et c'est pour ça aussi que le film est long, c'est que la vie elle-même est détaillée, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a des digressions sur le quotidien qui deviennent de plus en plus marquante à mesure que le film avance, je pense, jusqu'à cette toute fin avec l'histoire du pied broyé, avec l'histoire de Madame Ravoux, l'aubergiste, qui est une séquence bizarre, mais qui est finalement, l'hyperbole de la façon dont les blocs fonctionnent dans le film, me semble-t-il, dont les séquences, dont les épisodes comme ça forment à chaque fois des petits tout, hein, comme chez Renoir d'ailleurs. Jean Renoir a cette conception-là du cinéma, c'est-à-dire que ça forme un petit tout, mais qui n'est pas pour autant une sorte d'épisode. C'est-à-dire que si on attend une sorte de morale ou de point d'orgue à la fin du petit bloc, ça fonctionne pas. Et d'une certaine façon, l'histoire du pied broyé, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a aucun symbole à y voir, même pas l'oreille cassée ou je ne sais quoi. Sinon, d'une certaine façon, mais c'est pas du symbolisme ou c'est pas un point d'orgue. Sinon, deux choses me semble-t-il. D'abord, que la vie reprend, c'est-à-dire que en fait, il est mort et tout de suite, voilà, il y a une espèce de relance par cette disproportion de ce qui arrive à un corps, mais c'est un corps vivant, quoi. Donc c'est toute une affaire, et puis finalement ça se résout très, très vite, et puis ça reprend. Donc à peine le mort est encore là, hein, le permis d'inhumer n'est pas signé, qu'il y a cette relance-là, donc ça c'est quand même fort, et pour moi c'est la marque aussi de la façon dont fonctionne la mise en scène de Piala à chaque fois, par cette espèce de relance vitale et en même temps de mouvement de mélancolie très 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 fort, et c'est ce qui rapproche la façon dont il représente en tout cas Van Gogh et son propre cinéma. Et puis l'autre chose évidemment, enfin à laquelle je pense, mais peut-être que d'autres choses sont évoquées pour vous dans cette bizarrerie du pied, et d'ailleurs des insultes qu'elle profère, qui sont les mêmes que dans La Gueule ouverte, le film qu'on n'a pas vu dans ce cycle, mais où en fait c'est la mère de Piala qui emploie ce vocabulaire, charogne, putassier, elle dit. En fait, il y a cette espèce de déplacement de la mort qui n'est pas montré, hein, de même que le coup de feu n'est pas montré, et voilà, il y a ce déplacement sur ce pied, sur ce petit drame, disons, qui en fait un plus grand. Donc je trouve que
moi, ça me frappe cette histoire de pied à la fin, parce que ça fait réfléchir sur la façon dont le film est construit, et notamment, pour ceux qui étaient là la dernière fois, Yann Deday, le monteur de Maurice Pialat, enfin l'un des monteurs, mais quand même le monteur le plus marquant, disons, de Maurice Pialat en parlait, cette façon que Pialat avait de couper quand il s'ennuyait, on pourrait dire. Et vous voyez là le rythme du film. Le film est long, il y a des très longues séquences. Il y a bien sûr cette très 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 longue séquence au cabaret qui fait penser d'ailleurs à la comédie musicale, au ballet final de la comédie musicale hollywoodienne de l'âge classique, qui dure 20 minutes avec plusieurs danses à la suite, où on a l'impression qu'il y a un ordre un peu modifié, puisque quand ils montent avec Marguerite, alors ils montent, puis ensuite, est-ce qu'ils sont redescendus puis remontés, ou est-ce que quand ils la poussent comme ça sur le lit, c'est finalement juste la même scène d'amour dans le désordre, d'une certaine façon, ou est-ce qu'ils y vont plusieurs fois? Enfin bon, voilà. Il y a cet énorme bloc à la fin, et en même temps, vous aurez remarqué qu'il y a plein de moments où c'est coupé, j'allais dire avant, là encore, avant quoi, mais en tout cas où c'est coupé de manière assez surprenante. Et bien sûr, il y a ces ellipses, comme l'ellipse du coup de feu, comme l'ellipse de la mort elle-même. Donc le film, c'est pour ça que je disais que c'était une somme, mais pas une somme dans le sens d'une sorte d'accumulation de sagesse que Pialat, à 65 ans, en tant que cinéaste, aurait thésaurisé. Vous vous souvenez, dans Sous le soleil de Satan, d'ailleurs, lui-même, son personnage, en tout cas, dit la sagesse, c'est le vice des vieillards. Donc le film n'est pas quelque chose de... Il n'a pas capitalisé sur ce qui sait du cinéma, au contraire, mais c'est une somme dans le sens où on y voit à l'œuvre justement cette mise en scène, à mon avis, d'abord rythmique, d'une certaine façon, où la pulsation, disons, vitale passe par cette façon de dérythmer nos attentes. Et je dis dérythmer, mais au fond, les personnages eux-mêmes, le personnage de Van Gogh tel que, là encore, il le représente, fait ça, par exemple, à Marguerite. Et c'est ce qui fait aussi que la relation est difficile. Vous vous souvenez, quand qu'elle vient dans le champ où il est là avec son casse-croûte, et où elle dit mais de toute façon tu fais une pause, mais tu fais une pause avant d'avoir commencé. Et il lui dit mais non, j'ai déjà fini. Et il y a cette façon de dérythmer l'autre, c'est-à-dire que lui est dérangé, il le dit plusieurs fois, ma mère, ma sœur, on m'a toujours dérangé pendant que j'étais en train de travailler. Gachet qui vient derrière lui, qui lui dit, la cuisinière qui lui dit à table, etc. Donc cette façon d'être toujours, de ne pas pouvoir travailler, créer, enfin à son propre rythme. Donc elle le dérange en arrivant, et en même temps lui, à l'inverse, il va lui tirer sous le pied le tapis de ce qu'elle imagine être le rythme de sa création, puisqu'en fait il prend déjà la pause parce qu'il a déjà fini plusieurs toiles. Et d'ailleurs, effectivement, comme je vous le disais, pendant cette période de sa vie, il peignait très très vite. Donc il y a cette question du rythme à la fois du trop long et du trop court, d'une certaine façon, et d'un rythme qui serait le rythme d'un corps singulier et qui s'accorde pas au social, quoi, au rythme des autres, et qui est très fort, et qui a aussi, bien sûr, me semble-t-il, quand même une portée politique. Mais bon, on peut en reparler de ça, sachant qu'il y a en plus ces moments de chansons qui sont eux-mêmes politiques. En tout cas, oui. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis sur le décalage du personnage avec l'environnement, mais plutôt avec une certaine norme sociale, en fait, d'une certaine manière. Et ça donne des choses quand même très très violentes, je trouve, avec Dr Gachet, je trouve le personnage intéressant parce qu'il a un côté pathétique, et il va être tantôt assez touchant, et puis tantôt assez méprisable. En fait, je trouve ça intéressant. Oui. En fait, je pense qu'il y a les deux. Là encore, c'est de même que l'histoire avec Marguerite Gachet n'est pas du tout biographiquement réelle ou attestée. Il fait ce qu'il veut.
Piala. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il y a on en avait parlé pour d'autres films de lui, me semble-t-il, il y a un effet de double, je trouve, entre Gachet et Théo, qui est assez... donc les deux qui sont censés être des adjuvants, qui sont censés être le plus près de la compréhension de son travail, qui sont censés être, oui, des figures... un tout petit peu plus jeune ou un tout petit peu plus âgé, mais en tout cas autour de lui, et qui seraient là pour être des relais, des passeurs. L'un marchand et l'autre collectionneur, disons. Il y a cette... Et en fait, ce que je trouve beau, c'est qu'il arrive à en faire des personnages très humains, d'une certaine façon. C'est-à-dire que ce n'est pas des méchants. Bon, évidemment, ni le frère, mais ni Gachet. Et en même temps, je trouve très très fort de parvenir à ne pas en faire, disons, psychologiquement des salauds, d'une certaine façon, parce que ça montre qu'il s'agit d'un système, en fait. Il s'agit d'un... c'est pas telle ou telle personne qui, de manière maligne, veut mettre en échec Van Gogh. C'est pas la question. Il aurait tout à fait pu hystériser, disons, le rapport entre les deux frères, ou bien faire du médecin quelqu'un qui le caractérise comme fou. Et c'est pas... je trouve ça n'est jamais appuyé. Ce qui montre, par contre, c'est plus, je trouve, c'est le système, dans le sens où il y a une lutte des classes, disons, à bas bruit, mais quand même assez posée. Et qui est que cette petite bourgeoisie, cette petite bourgeoisie ne lâchera rien sur ses valeurs petites bourgeoises. Et d'ailleurs, il me semble que dans le plan de la fin, quand Gachet est au comptoir et qu'il dit ne dis rien à ta sœur, qu'il dit à son fils ne dis rien à ta sœur, sous-entendu ne parle pas de la mort de Van Gogh à ta sœur, il passe une toile, vous avez vu, il passe une petite toile à son fils, et puis ensuite il dit bien sûr, si vous voulez, je restituerai les toiles, etc., tout en sachant très bien qu'on va les lui donner comme il vient de les donner à l'aubergiste. Donc ce personnage est à la fois, voilà, il y a plein de petites mesquineries, mais on voit bien que à travers lui, c'est pas dans sa singularité, me semble-t-il, ce qu'il représente, mais on pourrait trouver ça, j'imagine, dans la recherche du temps perdu de Proust, c'est aussi cette figure du collectionneur par snobisme, d'une certaine façon, puisqu'on voit bien qu'il dit une chose et son contraire sur son appréciation de la peinture. Au début, on croit c'est de fait un amateur d'art, il peut apprécier des choses que d'autres ne peuvent pas voir, etc. Il imite lui-même, donc il a un goût pour la peinture, et en même temps on s'aperçoit au fur et à mesure qu'il dit absolument le contraire de ce qu'il vient de dire avant, ou bien sûr de manière très caricaturale avec l'autre peintre Gilbert, il se trompe et de manière comique, voilà. Donc c'est le snobisme quand même qui guide et la figure de Théo est aussi très intéressante. D'ailleurs, il est mort très peu de temps après son frère. Pour aller dans ton sens en fait de cette analyse, c'est quand même assez frappant que la fin se termine en faisant les comptes, quand même sur le comptoir. Enfin, c'est quand même bien appuyé. Et puis il y a ce moment aussi où j'y pense par rapport à Théo, où Vincent en fait lui fait le reproche très direct de capitaliser en fait sur ces toiles qu'il a achetées pas cher. Et alors même si c'est pas une intention consciente peut-être de Théo, je sais pas. Mais le fait est que oui, il a toutes ces toiles qu'il a finalement eues pour pas cher au fond, et qui potentiellement pourra revendre à un prix très élevé. Alors après, c'est un pari qui se réalise ou pas. Mais, ce qu'on comprend même, c'est qu'il les a pas réellement achetés. Il a juste financé. C'est une sorte de petit salaire qui verse, d'aide qui verse à son frère, et non pas proportionné au nombre de toiles. Comment ? Est-ce que attends, je vais te passer. Oui, c'est un micro-mécène alors. Oui. Cette question de l'argent, elle est très importante dans le film. C'est pour ça que je disais que c'était un film matérialiste. Alors peut-être qu'on pourrait dire marxiste, je ne sais pas, mais en tout cas, là il y a un point aussi politique, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, et ça fait réfléchir.
Quand je disais que le film n'était pas sur la peinture, évidemment, c'est une façon de biais de l'aborder. Cette idée que finalement le marché de l'art, c'est vertigineux comme spéculation. C'est-à-dire qu'on passe de zéro, on passe d'un type qui a vendu une toile dans sa vie à des dizaines de millions de dollars pour une toile. Et ça, on le voit. On peut pas, à mon avis, ne pas quand même aussi penser de la part de Piala. Moi, je vois dans des gens comme Théo, donc pas mal intentionnés et intéressés, et voilà, et avec ce lien affectif avec lui, un peu son rapport avec les producteurs, ou même avec Gachet, c'est-à-dire des gens qui aiment le cinéma, qui veulent produire des films, qui peuvent même avoir un apport d'argent, etc., mais qui, au fond, ne peuvent pas suivre l'artiste jusqu'au bout, quoi. D'une certaine façon, il y a toujours une forme de trahison. Et il y a un côté du côté de l'artiste quelque chose d'intraitable, d'irréductible, qui fait qu'il va plus loin que ce que la bienséance dans ce type de rapport permet. Par exemple, quand il balance toute la table, toute la vaisselle, etc., on voit bien que cette violence-là, elle est à la fois politiquement, socialement, d'une certaine façon, ou dans sa révolte, justifiée, et en même temps, on voit bien l'injustice, le côté injuste de ce type de geste. Donc, il n'y a pas de résolution possible. Et quand même, il me semble que cette prégnance du côté matériel, du fait de dire, en fait, un peintre, c'est quelqu'un qui nettoie sa palette. Enfin voilà, il y a quelque chose de très par exemple dans l'auberge, quand on dit non mais en fait on leur a donné une pièce en plus, bientôt ça va être ils vont mettre leur toile, enfin voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'encombrement que c'est de peindre, du métier manuel aussi, de l'artisanat que c'est. Tout ça est évidemment politique, et tout ça est sans doute à lier avec toutes les parties, disons, au bordel, au cabaret, me semble-t-il, et notamment ce moment, je ne sais pas s'il vous semble pas étonnant, de la marche, de cette danse étrange qu'est la marche, qui, moi, m'évoque deux choses. D'abord, elle me fait penser aux différentes étapes un peu politiques, de politique 19e siècle du film, à savoir quand est évoquée la commune. Par exemple, cette scène que je trouve vraiment très émouvante avec Madame Chevalier, quand elle parle de son fils mort. Et puis, quand il chante Le temps des cerises, justement autour de la commune. Et puis, il chante aussi La butte rouge. Et ce qui est amusant, c'est que Piala croyait que c'était une chanson des massacres du printemps et de l'été 71. Et en fait, quelqu'un lui a dit bien après que non, que c'était une chanson des années 20. Et voilà. Donc il y a un anachronisme, j'aurais dû vous le faire deviner avant. Il y a un anachronisme, mais en même temps, peu importe, on voit bien que c'est c'est cette même idée. Et quand même, toute cette troupe un peu de prostituées nomades, qui sont un peu saltimbanques comme ça et qui se retrouvent après, je trouve que tout ce pan-là, qui fait un peu penser au plaisir de Max Ophuls, donc d'après la Maison Tellier de Maupassant, voilà, montre aussi qu'il y a le peuple, tout simplement. Et donc le moment de la marche, je ne sais pas ce que ça vous évoque, moi j'ai pensé à ça, c'est-à-dire un moment de possibilité de faire communauté qui, au fond, fait écho au moment de la guinguette, où là c'est les bourgeois qui dansent, il y a même la prostituée qui est là, etc. Il y a la jeune fille qui dit non, bon, j'ai pas le droit de danser, mais bon. Et finalement, ça se désagrège, ça commence à ne plus aller dans le couple, par exemple, entre Théo et Jo. Et voilà. Et donc la famille commence à s'effriter, quoi. Le repère qui pourrait être un repère, en tout cas pour Van Gogh, ce couple avec le petit bébé et tout ça. Bon, voilà, tout ça. Tout ça ne fait pas vraiment communauté. Et puis, à la fin, il y a donc ce moment aussi dans cette longue séquence où on peut croire qu'il
oui, quelque chose comme un monde qui fonctionnerait bien, qui ferait une communauté, pourrait tenir. Et puis en fait non, c'est pareil, ça se délite avec toute la scène du train où absurdement ils se disputent d'une certaine façon. Et là, c'est l'un des rares gros plans du film. En fait, il y a assez peu de gros plans dans le film, vous aurez remarqué. Il y a ce gros plan un peu à la West Side Story quand ils vont danser la valse ensemble et qu'ils vont s'embrasser, lui et Marguerite, finalement, on a l'impression là qu'il accepte de... Enfin, ça aussi, moi je me suis surprise à trouver ça très très émouvant en fait. Il accepte d'être aimé en fait. On se dit ça y est, il va y avoir une porosité, disons émotionnelle. Le rock va se fissurer. Et où c'est traité dans la mise en scène comme ça, en isolant chacun de leurs visages de manière complètement artificielle. Et puis en fait, il y a un deuxième gros plan de lui, et c'est quand il est dans le train, et que là, à nouveau, il est complètement fermé, et rétrospectivement, on se dit, voilà, il a décidé de mourir d'une certaine façon. Donc il n'a plus non seulement plus à jouer le rôle social, mais même pas dans la relation amoureuse, voilà. Donc c'est incompréhensible pour elle. Donc pourquoi je disais ça, pardon. je me suis emballée. Oui, alors cette histoire juste de marche, parce que je trouve que c'est un moment vraiment, c'est incroyable cette séquence avec plusieurs danses successives, et donc cette marche qui, moi, me fait penser aussi, pour ceux qui sont venus au cycle Renoir et qui se souviennent de French Cancan, à la fin de French Cancan de Renoir, où en fait la caméra qui a très longuement filmé le cancan professionnel sur scène va ensuite dans le public. Les différents personnages qu'on a vus dans le film sont là, présents dans le public, et on les voit un peu comme dans un générique de série, enfin, où on voit où un salut, il salue pas vraiment, mais on voit que ça marque la fin du film. Et donc moi, à un moment, au début, quand je voyais le film, je voyais ça, c'est-à-dire une espèce de présentation frontale, en fait, des personnages. Et en réalité, ça m'a fait réfléchir au statut des figurants dans cette scène, parce qu'on se souvient, enfin, comme ils avancent frontalement devant la caméra, on voit des visages, on voit des corps, on voit des corps très différents, même des visages de figurants qu'on n'avait pas vus, qu'on avait vu danser très vite avant. Et en fait, ça fait réfléchir au statut des personnages, entre guillemets, secondaires, dans tout le film, et pour Piala, parce qu'au fond, et même des acteurs secondaires, parce que par exemple Gérard Setti qui joue Gachet, on le connaît d'une certaine façon, on a l'impression, on l'a déjà vu à la télévision, au théâtre, au cinéma, mais voilà, on pourrait dire que c'est un acteur secondaire, et je trouve que dans tous les films de Piala, mais en particulier dans celui-là, il y a un travail fait sur eux et avec eux qui est extraordinaire. Par exemple, Gérard Setti, donc le docteur Gachet, en fait, j'avais regardé, il était connu comme artiste de music hall, mais vraiment en première partie d'immenses stars, y compris de stars américaines ou bien de Marlène Dietrich ou autres, à l'Olympia, aux Folies Bergères et tout ça. Et il faisait tout un numéro de transformiste avec justement ses vestes et tout ça. Et donc c'est ça qu'on voit dans la scène du déjeuner. On le sait pas, on n'est pas obligé de le savoir, parce que ce qu'il fait, c'est pas très, comment dire, c'est pas de la prestidigitation non plus. Mais en même temps, ça confère, y a une espèce de naturel dans cette scène qui est étonnant. Dans cette scène du déjeuner, là, il y a quelque chose de très 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 vivant dans le rire, on sait bien que ça ne durera pas toujours, hein, puisque je vous rappelle la phrase de la lettre de Van Gogh à Théo que cite Maurice Piala, acteur dans À nos amours, vous vous souvenez, la tristesse durera toujours, et puis il dira dans À nos amours, il dit mais c'est vous qui êtes triste, en fait, il retourne Mais donc cette scène du déjeuner, elle est étonnante aussi pour ça, c'est-à-dire qu'il utilise, même si on le sait pas, il utilise ce passé, ce savoir-faire de cet acteur qui joue pourtant ce type assez guindé, et ça donne une coloration particulière à la scène. Et il y en aurait d'autres dans les acteurs. Par exemple, bon, je ne vais pas tous les citer, mais par exemple cette Madame Ravoux, Lise Lamétrie,
qu'on a vu il n'y a pas très longtemps dans le film d'Aurélia Georges, La place d'une autre. Pareil, elle a fait une trentaine ou une quarantaine de rôles, mais secondaires. Mais en fait, c'est son premier rôle parce que c'était la gardienne, la concierge, si vous voulez, de Maurice Pialat à Paris. Et elle a commencé dans ce film-là. Voilà, donc peu importe que ce soit des gens expérimentés ou des gens qui jouent pour la première fois des non-professionnels, ils travaillent le personnage, et évidemment que ça a un rapport avec aussi la peinture de Van Gogh ou sa conception de la peinture ou les scènes de genre, si on veut. Mais c'est politique. C'est pour ça que ce truc où on voit le peuple, disons, qui tout à coup, il n'y a plus que ça. C'est-à-dire qu'on décroche du récit, on décroche de la psychologie, voilà, et il y a des gens qui avancent comme ça, frontalement, devant la caméra, et on ne peut pas les rater. Et on aura forcément leur portrait. Et donc ça aussi, d'une certaine façon, c'est un geste politique, me semble-t-il. Ah oui, ouais, comment ça a été tourné ? Ça a été tourné à l'Auberge Ravoux, vraiment, le film ? Je crois pas. Non, oh là là, à Auvers-sur-Oise aussi, non ? Il y a une partie tournée à Auvers, mais ce dont je me souviens, c'est que, parce que je lis ces choses et après je les oublie, il y a une chose qui m'a frappée, c'est qu'il a dit qu'un tiers, alors le film a coûté assez cher, hein, un tiers des décors n'a pas été utilisé, c'est-à-dire soit selon Pialat, ils n'étaient pas prêts, soit ils n'étaient pas possibles. Il n'était pas du tout content de ce qu'il avait. Du coup, il me semble par exemple que la scène au cabaret, on voit ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de non-décor derrière, quand il y a l'orchestre et tout ça. C'est pas anachronique, mais on n'est pas loin de quelque chose de vraiment très très minimal, disons. Il n'y a pas de meubles. Et après, sur les lieux, on a l'impression que ça a été tourné où il y a le docteur Gachet, là. Oui, sur les lieux voilà, naturels, oui, mais l'auberge elle-même, j'ai un doute. Pas forcément, oui. Ouais. Il y a le film avec Kirk Douglas, ils l'ont tourné au Vert. Oui, voilà, non, mais il y en a d'autres, des films. Mais alors, ils sont tellement, pour moi, éloignés, en fait, de ce film, qu'en fait, ils n'ont en commun que le fait de prétendre s'intéresser à Van Gogh. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est... Parce que moi, j'ai connu quelqu'un à Auvers qui était figurant dans le film avec Kirk Douglas. Ah oui, oulala, le film de 56. Je l'ai vu dans le Vexin, cette personne-là. Il y a une personne qui a dit « j'étais enfant, je sais pas quoi », et j'ai tourné dans le film en 56. Ah oui. En tant que figurant, évidemment. Quoi. Ah oui, oui, c'est possible. 56, effectivement. Oui, bien sûr. Alors, dans le film de Minelli, c'est 10 minutes, hein, je crois, Auvers-sur-Oise. Oui, non. Et puis, alors, on est vraiment dans un tout autre univers et assez brisé des miroirs, enfin voilà, assez justement hystérisé. Vous aurez remarqué que dans ce film-ci, la folie est minimisée. C'est-à-dire toutes ces... Là encore, il y a un traitement très, je disais matérialiste, il y a peut-être un mot plus... Il y a peut-être un autre mot, mais il n'y a pas du tout de mythe de la folie. Il verse pas du tout là-dedans. Moi, je vois plusieurs trucs. Déjà, j'ai quand même un peu l'impression, même s'il a fait le Garçu après, que c'est quand même un peu un film testament, quoi. Hein. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on revoit de ces autres films. On voit aussi La Maison des Bois, on voit beaucoup de choses. Et puis, il y a quelque chose qui m'a frappé dans le film, que je ne me souvenais pas, c'est... j'ai jamais vu un film où il y a autant de scènes filmées de l'intérieur et on voit à travers les fenêtres. Oui. Donc là, il y a un espèce de dehors-dedans qui veut dire sans doute quelque chose, mais que je n'ai pas décrypté. Oui. Alors, sur l'aspect testamentaire, une chose que je ne vous ai pas dit avant, et qui est que le premier plan avec le bruit du pinceau ou du couteau sur la toile au ralenti, comme ça, et le bruit aussi est au ralenti d'ailleurs, c'est la main de Pialat, d'ailleurs qui trouvait que Dutronc faisait très très mal les gestes, y compris quand il fait le portrait
de Marguerite Gachet. Bon, et donc, je crois que quand il peint cette toile, ce ciel, c'était à un autre moment du film, et ils ont finalement décidé avec Yann Deday de le mettre au début, sauf que c'était un plan trop court. C'est pour ça qu'ils l'ont mis au ralenti. Parce que c'est pas du genre à faire des ralentis. Piala, vous aurez remarqué qu'il fait pas d'effets. Les seuls effets, disons, les plus frappants sont des effets de montage, justement, de coupe comme ça surprenante. Mais là, le ralenti, c'est un peu exceptionnel. Et en tout cas, c'est sa main à lui de peintre. Et d'ailleurs, je voulais vous citer une phrase qu'il a dite dans un entretien. Alors après, il dit tout et n'importe quoi dans les entretiens, mais faut pas trop l'écouter, je pense, dans ses jugements sur ses films. Mais par contre, il disait quelque chose de la peinture en 1980, donc bien avant, puisque ce film date de 91. Il disait, ce qui me reste de la peinture, c'est que justement, c'est que ça m'a guéri, au moins le fait d'avoir été peintre, ça m'a guéri de l'esthétisme. Je sais que j'ai un œil et je m'en sers, c'est tout. Donc ça, je trouve que c'est c'est intéressant, cette conception-là de ce qui nous reste dans l'œil et dans la main, une fois qu'on a été peintre, et qu'on n'est pas obligé après de faire des films qui ressemblent à des tableaux, qu'ont fait des films récents sur Renoir, dans mon souvenir. Je ne sais plus comment il s'appelle, le type qui a fait ce film qui a beaucoup marché sur Renoir père. Donc ça, c'était pour le côté aussi testamentaire, je pense que vous vouliez dire beaucoup plus dans l'ordre du cinéma, mais en tout cas, il y a quand même cette petite marque mise au début qui est malgré tout une forme de signature. Enfin, et la deuxième chose, c'était sur le dedans-dehors. Oui, ça me permet de renvoyer à une chose qui me semble, puisqu'on clôt le cycle Piala, il serait temps de le formuler, mais c'est qu'il me semble que ce qu'il a de commun, par exemple, avec Jean Renoir, c'est le fait de nous faire comprendre, disons, par sa mise en scène, de créer une tension entre le fait de cadrer, qui est le geste de toute caméra, forcément, puisqu'il y a un cadre, et le débord. Je ne dis pas le débordement, quoique parfois, du point de vue narratif, ce soit le débordement, mais ce qui n'est pas cadrable, ce qui n'est pas contenable. Voilà. Simplement ça, cette tension entre les deux, crée des histoires, crée des situations, des situations conflictuelles dans À nos amours, par exemple, dans les bagarres dans l'appartement, enfin voilà. Et en même temps, c'est un principe de mise en scène. Et je rapproche ça de Renoir parce que cette fenêtre dans la très belle scène où la très longue scène, c'est la première longue scène du film, c'est celle où justement il fait le portrait de Marguerite. Et où on s'aperçoit, nous, qu'il est en train de faire le portrait de manière quand même assez étonnante. C'est-à-dire que la scène peut apparaître comme une sorte de coulée, mais en réalité, vous aurez remarqué qu'il y a une très forte ellipse, vous vous souvenez, qui est l'ellipse du repas. Puisqu'il est question de à table, on m'appelle toujours, etc. Et en fait, paf, le repas est enlevé et il continue à faire le portrait, et ça fait qu'une seule scène autour de ça. Cette scène-là, quand on le voit, lui, dehors, à la fenêtre, c'est-à-dire lui est dehors, mais nous, on voit à la fenêtre, ça fait forcément penser à Partie de campagne, quand les deux dragueurs à canotier sont dans l'auberge, et ouvrent la fenêtre de l'auberge parce que dehors, il y a la mère et sa fille sur la balançoire et disent « Bon, alors voilà, le spectacle commence et on peut... » En fait, le film commence, quoi, d'une certaine façon. On peut y aller, la circulation du désir est activée. Là, c'est évidemment, et forcément, de manière, le surcadrage comme ça fait penser à cette scène. Et je suis sûre que Piala y pense, il connaît très bien Partie de campagne, il n'aime pas que La Bête humaine de Renoir, même si, là encore, vous avez vu qu'il y a des plans de train qui font penser aux Lumières, mais qui font aussi penser à La Bête humaine, film qu'il a adoré, on l'avait vu dans ce cycle. Mais donc, c'est plus complexe quand même, cette scène-là, que simplement les deux types qui ouvrent au désir et au rapport comme ça de plaisir scopique, quoi.
puisque là, il y a une interaction qui est mise en branle, assez complexe, entre le modèle et le peintre. Moi, c'est ça qui entre ce dedans-dehors, que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, dès le début, Marguerite, si on y repense, elle a un rôle énorme. Enfin, elle a un rôle. C'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir dans les films où on voit des peintres et leurs modèles. On est vraiment du côté de cette jeune fille. Oui, elle se laisse peindre, mais bien sûr après on a son commentaire. Et son commentaire n'est pas seulement tourné en dérision sur le mode elle ne connaît rien, c'est un grand artiste, c'est un génie, et en fait elle ne comprend pas la transfiguration par la peinture. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça, et ça se voit dans ce rapport dedans-dehors, me semble-t-il, dans la complexité qu'il y a. Et puis après tout, elle joue aussi du piano, donc voilà, elle est aussi là au son, elle sera à l'image, peut-être qu'il fait son image lui, mais on voit bien que, il me semble que Piala travaille là à faire lui-même un portrait de jeune fille qu'il n'achèvera qu'à la toute fin, quand elle lève sa voilette et qu'elle dit « c'était mon amie ». Voilà, le film se termine quand même sur elle. Alors elle aurait pu, comme dans n'importe quel autre film, être évacuée parce que au nom de le grand artiste, c'est lui qui est important, et on finit sur sa mort. Donc c'est très... finalement, quand on y pense, il y a un effet, même quasiment, je trouve, de double entre Marguerite et elle, et de vrais dialogues. D'ailleurs, Van Gogh, il dit c'est un peu ma broderie. La peinture, c'est un peu ma broderie. Donc il le dit par dérision un peu, mais au fond, ça reste, je trouve, dans le film. C'est pour ça que je disais que il était aussi du côté des femmes. Pas seulement parce qu'il est socialement, il ne compte pas tant que ses toiles ne sont pas prises dans le marché de l'art, mais aussi de manière beaucoup plus positive de la part de Piala. Il finit quasiment sa filmographie avec encore un portrait de jeune fille qu'il avait fait dans Nous ne vieillirons pas ensemble, avec Marlène Jobert. Vous vous souvenez, le point de bascule où on s'aperçoit que de victime, elle prend tout à coup les décisions, elle prend du poids dans le dialogue. Portrait de jeune fille, évidemment, avec le surgissement de Sandrine Bonner dans À nos amours. Et là encore, quand même, je trouve l'émergence du personnage de Marguerite. Oui, alors justement, moi je trouve que Alexandra London, c'est vraiment un double de Sandrine Bonner. Non, donc, même dans le phrasé, en fait, oui. Quand elle s'énerve, elle a la même voix. Et sur la scène de la voilette, moi je vois ça presque comme une scène de mariage, en fait. Oui. Elle lève la voilette, c'était mon ami, tout ça. Et puis oui, non. Et puis évidemment, l'incontournable de tous les films de Piala, c'est quand même encore une fois ses relations avec Claude Berry, quoi. Bernard Lecoq, c'est Claude Berry, encore une fois. Mais c'est incroyable, quoi. C'est quand même le côté le frère, je t'aime, mais en même temps. Et justement, à travers ce que vous disiez sur la représentation des métiers, effectivement, les trucs très matériels, on voit les chaudronniers, etc. Et je trouve que dans ce film-là, on voit encore plus ça, c'est-à-dire que il essaye de montrer que, voilà, il y a vraiment la France qui travaille, quoi, qui a un vrai métier, et ça se voit, c'est physique. Et il met effectivement, finalement, les artistes de ce côté-là, à travers la peinture, alors qu'inversement, les vendeurs de tableaux, etc., c'est eux qui ont de l'argent, mais c'est pas des vrais métiers, quoi. Il y a ce côté qui est assez frappant, je trouve, dans sa manière de dire les choses là, qui est peut-être presque plus cru que les fois précédentes, en fait. Oui, et sur les femmes, je trouve que dans ce film-là, plus que d'autres, il y a plusieurs rôles de femmes très forts, en fait. Il y en a 4 ou 5, alors que les autres fois, on en avait 1 ou 2, ou 1,5. Mais là, c'est vraiment... je trouve que c'est de ce côté-là aussi, il est assez testamentaire. C'est-à-dire que, quelque part, on le sent un petit peu apaisé de quelque chose. Oui, et d'ailleurs, il y a cet entretien, ou cet hommage après la mort de Piala, où parce que beaucoup de ses collaborateurs ont été interrogés. Je crois que c'était Depardieu qui disait qu'à la fin de sa vie,
à la dernière rencontre qu'il a eue avec Piala, Piala lui a dit que finalement tout ce qui l'intéressait ou tout ce qui l'avait intéressé, c'était faire attention aux femmes. Je me souviens de cette expression, faire attention aux femmes. C'est particulier parce que c'est pas justement juste simplement l'amour ou la relation. Voilà. Faire attention aux femmes, je trouve ça assez beau. Et sur l'idée que, effectivement, ce dernier plan de la veuve, c'est une forme de mariage. Alors, je crois que ça a été rapproché d'un plan dans un film de Ford, avec le vent dans la voilette. On pourrait dire que le mariage qui est impossible pour Van Gogh et impossible de l'autre côté pour des questions de convention bourgeoise, mais pour Van Gogh, c'est autre chose. C'est une sorte de mélancolie, ou de solipsisme, enfin, peu importe comment on l'appelle, mais on voit bien qu'il ne se mariera pas. Ce mariage-là, il est un peu fractionné, disons, à divers moments du film, à divers présents, à divers... puisque Piala, c'est le cinéaste où la vie n'est que dans le plan du présent, même si le désespoir, la tristesse durera toujours, mais il y a le présent du plan, de la danse, etc. Et il me semble que déjà, il y a quelque chose de l'ordre du mariage dans ces deux gros plans un peu hétérogènes quand ils sont juste avant qu'ils dansent, en fait. Il y a la danse des mariés, voilà. Oui, tout à fait. Oui. Donc, en fait, c'est ponctué de... Si on remet tout ça ensemble, quelque part, il y a un mariage. Et de même, on pourrait dire que dès qu'on voit... Enfin, en fait, qu'il est question tout le temps du suicide. C'est pas présenté grossièrement comme une espèce de mauvais augure, mais en même temps, ça ponctue le film. Évidemment, quand il se jette à l'eau, et où on entend hors champ Théo qui dit « Oh, il a toujours fait ça, quand on était gamin, il faisait déjà ça », enfin, de l'ordre de « C'est vraiment du cinéma, j'y crois pas », enfin, bon, ce qui dit quelque chose de leur relation, quoi. Et puis, dès que le type qui ressemble à Reggiani, le moustachu, là, lui ouvre sa mallette et lui montre ses pistolets, voilà, on sait que... Comme toujours au cinéma, quand il y a un pistolet, voilà, il va servir. Donc là aussi, on a le suicide en kit, d'une certaine façon. Ce qui est aussi une façon de structurer les films. Le film a l'air de proliférer comme ça, il pourrait durer 5 heures, il dure 2h40, bon. Mais en fait, c'est quand même assez structuré. Oui, il y a un jeu d'écho entre la même mallette pour les pistolets et la mallette pour les... Oui, et ce qu'on voit dans ce truc de « je ne bois pas », puis finalement il fait Chabrol avec le bagagiste, c'est d'une certaine façon, là encore, ça ne sert à rien de voir des allégories ou quoi, il n'y a pas d'allégorie, il y a un matérialisme tel qu'on n'en a pas besoin, mais on voit bien qu'en fait... j'allais dire non, c'est bête. C'est-à-dire que la société gagne, quoi, d'une certaine façon. Il boit pas, mais on va le faire boire de toute façon. Mais là encore, il me semble que ce truc de la boisson, dans n'importe quel autre film, et notamment un film biographique comme ça sur un artiste, ce serait thématisé. C'est-à-dire que ça reviendrait, puis les gens diraient « Ah là là, l'absinthe, c'est difficile, etc. » Et là, on a quelque chose de beaucoup plus... On le voit, nous. C'est bien sûr que c'est mis en scène et qu'il y a diverses boissons et on voit que c'est pas... Tout le monde boit et il est pris là-dedans. Mais il me semble que c'est différent de quelque chose où ce serait... il me semble que dans n'importe quel autre film, ce serait... oui, enfin, je sais pas comment dire, psychologisé ou thématisé comme tel. Moi, je voulais juste redire que, par rapport à ce que tu disais autour de la peinture, juste quelque chose d'assez simple et en même temps que je trouve assez impressionnant, en fait, c'est toutes les séquences qui sont au bord de l'Oise, oui, que je trouve vraiment extrêmement belles et qui me font penser à la peinture, mais pas, pas comme quelque chose de figé ou comme on peut voir dans certains films où on veut faire peinture, quoi. Ouais. Et on ressent ça, et en même temps, on a une impression de simplicité, et la lumière est tellement belle,
je trouve qu'on a l'impression que c'est comme aussi tout ce que tu disais sur le jeu avec les extérieurs, où il laisse la lumière être un petit peu surexposée, etc. Et ça donne des choses, je trouve, vraiment magnifiques, alors qui renvoient, évidemment, j'imagine, à certaines teintes des tableaux, etc. Mais en soi, en fait, je trouve que voilà, c'est vraiment des images qui sont à la fois belles et en même temps très vivantes, en fait, ce qui est assez incroyable de réussir ça. Et ça me fait penser aussi à Renoir, aussi, bien sûr. Pour la partie de campagne. Même si Renoir, il dit lui-même qu'il a des crises de réalisme et des crises d'irréalisme. Et donc, il y a, par exemple, dans French Cancan, c'est pas des extérieurs, c'est au contraire très artificiel, alors qu'on pourrait croire que, puisqu'il filme la période où peignait son père, donc ce serait logique que ce soit, et c'est pas du tout cette esthétique-là. Mais justement, cette idée qu'on voit passer des tableaux impressionnistes, d'une certaine façon, vous vous souvenez, les rameurs, là, enfin, je sais plus, c'est Caillebotte ou... donc on les voit, ils sont composés, les ombrelles, tout y est, et en même temps on ne se dit pas ah oui, dis donc quel académisme, il a voulu cristalliser tel ou tel tableau. Et pourquoi ? Enfin, je me suis posé la question, parce que quand même on les voit, ces tableaux. Donc est-ce que c'est une espèce de mauvaise foi pro-Piala de dire ah oui, mais chez lui c'est vivant ? Non, je crois que en fait c'est parce que comment dire, il comprend quelque chose qui vous paraît peut-être évident, je vais dire une énormité, mais que en fait la façon de peindre, c'est déjà un rapport au monde. En fait, ce qu'il arrive à nous montrer, c'est qu'il a un regard, Van Gogh, sur le monde, alors qui est lui un peu tordu, puisque ces tableaux justement sont pas ceux que nous on voit dans les paysages, quoi. Mais quand on le voit assis devant le champ, en fait, on n'a pas besoin de voir un tableau avec un champ de blé après. C'est juste le type dans le paysage. C'est pas Piala qui fait un tableau de Van Gogh, ça ressemble pas à un tableau de Van Gogh. C'est pas Van Gogh qui est en train de faire ce tableau. Non, c'est un type dont on se dit il est en train d'internaliser de regarder ce paysage, de le ressentir, et c'est ça qui formera son regard, il me semble. Enfin, surtout qu'il n'y a jamais justement de plan large où il va cadrer son tableau sans personnage. Les personnages sont, il me semble, toujours au premier plan, ce qui fait que on perçoit les choses derrière, mais c'est pas ça qui est mis en valeur en premier. Enfin, il me semble. Il y a ça. Ouais. D'accord. Il y a le fait que ce soit à l'arrière-plan, mais quand même que ça attire l'œil, parce qu'on regarde passer les rameurs. Mais il s'intéresse d'abord en fait à ces personnages, j'ai l'impression. Et d'autre part, quand même, le fait que les autres tableaux qu'on voit, ce ne sont pas des tableaux de Van Gogh, je ne sais pas comment dire, c'est des tableaux d'autres peintres qui nous font comprendre que l'impressionnisme, comment dire, c'était à l'intérieur d'une culture. C'est aussi une façon c'est aussi surdéterminé par, je sais pas, les trains, enfin l'arrivée des trains, la lumière électrique, enfin. Tout un ensemble de données culturelles qui font qu'à un moment, il y a des mouvements qui s'agrègent. Là encore, le film ne discourt pas là-dessus. C'est pour ça que je disais que c'était pas un film, c'était pas une approche culturelle, c'était pas un film. Mais en même temps, quand même, je trouve que comme rarement, et ça doit exister quand même au cinéma, d'autres, mais il nous montre que pour faire des toiles, fussent-elles artificielles, parce que le style de Van Gogh, comme lui dit son Gilbert, des touches, évidemment, chose que Piala reprendrait à son compte, hein, c'est ça ses films, des touches, tout est la même chose, dit Gilbert, vous vous souvenez, hein, tout est en fait de la matière. Ben oui, mais justement, c'est ça la particularité de Van Gogh, tout est de la matière, quoi. Il n'y a pas de glacis, il n'y a pas de côté éthéré. Donc on comprend quand même quelque chose de très précis sur le style de Van Gogh, mais aussi, me semble-t-il, ce que je trouve génial, c'est que c'est noué à quelque chose d'existentiel, à son rapport au monde, à son rapport à la lumière, à son rapport au sol, enfin bon, aux femmes, au corps des femmes, enfin bon. Mais un des tableaux qu'on voit le plus longtemps, c'est justement le bain de Johanna dans sa bassine, qui était quand même
Je crois que c'était du Renoir, ça d'ailleurs, la peinture, il me semble. Et d'ailleurs, dans French Cancan, il y a aussi ça. Voilà. Il y a aussi une des danseuses qui, dans une sorte d'arrière petit vestiaire de la salle de danse, se baigne nue dans un paquet. Mais je me disais aussi, j'en reviens à mon histoire un peu testamentaire, là, je suis un peu têtu, hein. Mais ça commence effectivement avec la main de Piala qui peint, et en fait, finalement, toute cette succession de tableaux animés, peut-être que c'est quelque part une manière de dire de Piala que finalement, effectivement, il y a des tableaux, quand on les imagine en les regardant, ça nous fait découvrir une forme de réalité, mais que quelque part, le cinéma, c'est quand même une forme aboutie de la peinture, parce qu'effectivement, on arrive à reproduire une presque réalité, parce que ce qui est quand même super frappant dans ce film-là, et frappé déjà la première fois que je l'avais vu, c'est comment, encore une fois, on a l'impression qu'ils vivent à côté de nous, quoi. On est vraiment dans le réel, le langage, ils parlent comme nous. Et en fait, tout ce réalisme, on l'a dit, des métiers, etc., c'est quand même quelque chose de très fort, quoi. Juste pour ajouter justement, ce que je trouve incroyable dans le film, c'est que le langage qui est parlé n'est probablement pas celui de l'époque, et ça marche incroyablement bien, pourtant, et juste pour souligner ça aussi. Oui, dans Sous le soleil de Satan, il y a un peu ça aussi avec Sandrine Bonner. Toutes les scènes qu'elle fait à ses amants au début. Alors qu'il y a quelque chose de beaucoup plus rigide dans c'est plus écrit, c'est pas Oui. Bien sûr que c'est ça aussi qui fait la vie, qui fait le côté le plus vivant de son cinéma. Il s'en fout de cet anachronisme-là. C'est pas un anachronisme, puisque justement, il faut montrer le présent de ces gens aussi ont eu un présent qui n'était pas... Donc bien sûr, c'est contre l'idée que le film doit être un film de reconstitution. Il reconstitue rien, il réinvente. Enfin, ça a toujours été. Donc mais c'est très difficile à faire. Ça passe pas que par simplement une jeune fille qui aurait un mot d'argot, ou enfin c'est beaucoup plus quand même subtil que ça. Mais en tout cas, ça fait partie, c'est là où je suis d'accord avec vous. Dire que ce serait des tableaux animés, bon, je trouve que c'est difficile, ces trucs cinéma, peinture, ça devient théorique et un peu, on peut dire un peu tout et son contraire. On peut les opposer comme on peut les... Est-ce que le cinéma, c'est du temps en plus de la peinture? Bon. C'est pas tant ça, c'est que tout ça, à mon avis, fait partie du même geste pour Piala, sans doute, c'est-à-dire d'abord peintre dans ses jeunes années, puis il a quand même écrit, puis il a fait du cinéma, qui est un geste réaliste, quoi, et qui est donc un geste aussi politique. Enfin, il vient du peuple, on peut dire, et c'est ce même geste de considérer l'art comme un art réaliste, mais pas du réalisme au sens réalisme soviétique, quoi. Mais comme un regard, c'est pour ça que c'est ça que je disais sur sa façon de regarder le monde, c'est que le regard de l'artiste sur le monde déjà transforme le monde. Il me semble qu'on perçoit ça dans le film, et c'est très difficile à faire percevoir puisque par définition on ne peut pas être dans la tête du type, et que justement il ne nous montre pas vraiment en train de faire ces tableaux. Enfin, il ne joue pas ce jeu-là de la genèse véritablement d'un tableau. Il y a même ce côté très ludique, parce que sur la petite ardoise du petit enfant, on voit que le marchand de sable, en fait, c'est le semeur. Enfin, moi, je crois reconnaître le semeur qui est dans l'un de ces tableaux. Donc, c'est plus pris dans une notion, dans une idée que le cinéma, c'est le médium du réalisme, mais porté à sa plus grande... à toutes ses potentialités, quoi. Pas du tout simplement de mimésis, voilà, de reproduire en figeant, mais au contraire en recréant de la vie dans son détail, et en nous faisant par exemple voir, c'est pas seulement comment c'était dans une auberge au 19e siècle, mais tout à coup de faire vivre cette auberge. Ça, je trouve ça extraordinaire. Toutes les scènes Ravoux par exemple, je trouve ça vraiment extraordinaire. Oui. Finalement, moi aussi, pendant toute la première partie du film, on va dire la première moitié, finalement, il n'y avait que le titre qui était Van Gogh dans ma tête. C'est-à-dire que finalement, c'était un type qui arrivait en gare d'Auvers, pardon, je ne sais plus où il arrivait.
C'est-à-dire qu'à part le titre Van Gogh, on a l'impression que c'était quelqu'un qui arrivait, qui découvrait donc les gens qui habitaient dans le coin. On voyait plus finalement la vie qui se passait et pas vraiment l'histoire. On a l'impression qu'on est rentré petit à petit dans l'histoire de Van Gogh et puis au bout d'un moment ça se concentre, notamment quand il monte à Paris. Là on commence à rentrer dans un mécanisme où vraiment on raconte l'histoire de Van Gogh, sa famille, on voit un petit peu les liens, etc. Alors qu'avant on est plutôt dans on va dire vacances à la campagne et un gars qui arrive et on voit la vie c'est la vie réelle. Et la deuxième moitié du film c'est plus joué, plus d'ailleurs il devait y avoir pas mal comme à son habitude de non-comédiens dans la première partie. Oui. Il y a eu beaucoup de personnages qui étaient joués, je pense, par des gens du coin, ou je pense éventuellement. Peut-être même les chanteurs, musiciens devaient être aussi... Mais donc vous avez l'impression qu'il y a une différence de régime, presque de réalisme presque la première moitié du film, on est plus dans finalement... On aurait presque 2 films. Moi, c'est cette impression que j'ai eue, 2 films. Un premier film où il découvre peut-être justement, où il y a juste son œil, même dans sa relation avec Marguerite. J'ai l'impression qu'on l'appelle Clémentine à des moments. J'ai eu des problèmes de nom avec elle, je ne savais plus trop comment elle s'appelait. Son père l'appelle Clémentine. Oui, parfois. Oui, ça m'a un peu déstabilisée. Et deuxième partie, où là on est vraiment dans un espèce de mécanisme d'histoire où tout d'un coup on nous raconte l'histoire... avec des noms connus, vous voulez dire Alors, là, moi je trouvais qu'on avait beaucoup plus de comédiens, de vrais comédiens. Enfin de vrai, tout le monde est comédien, mais on avait l'impression que c'était plus structuré donc, dans la deuxième moitié, et on était plus à coller à l'histoire. Finalement, on a l'impression que tout d'un coup, on se dit, tiens, on va peut-être revenir à l'histoire. On est là pour parler de Van Gogh, finalement, de Vincent Van Gogh et de sa famille. C'est l'impression que j'ai eue de ce film, C'est intéressant parce qu'en fait, ces 2 éléments, on pourrait dire le premier quasiment documentaire, même si on sait bien que... Mais en tout cas, par les lieux, par les extérieurs et par le fait que ce type est là, et bon, il n'a encore rien fait de notable, il se fond un peu dans le décor. Donc tout ce régime-là, on pourrait dire. Et puis ensuite, le deuxième qui serait plus... d'une certaine théâtralité, aussi à cause du décor quand même très abstrait, on dirait presque un studio, le cabaret, c'est pas du tout justement avec une sorte d'étude de genre dans le cabaret, c'est beaucoup plus... Donc il me semble que ces 2 régimes-là, ils sont dans le cinéma de Piala, en fait. Si vous vous souvenez de L'Enfance nue, il y a aussi un aspect documentaire. Les gens croyaient que c'était une enquête, D'ailleurs, c'est né d'une première idée d'enquête documentaire sur les enfants placés, et puis finalement, non, c'est quand même une fiction. Donc, en fait, c'est les deux aspects qui sont fondus dans le cinéma de Piala, sauf que là, ils sont un peu étalés, ils sont un peu étales, parce que le film est plus long. Ça, je ne sais pas si c'est vraiment délibéré ou si même tout le monde ressent la chose comme ça. Moi, ce que je ressens, c'est que quand vous dites c'est juste un type qui arrive, comme dans un western, juste un type qui arrive en ville, mais en réalité, pardon, mais n'importe quel artiste, c'est ça. Qu'est-ce que vous croyez que c'est, Vincent Van Gogh, au fond ? Je veux dire, évidemment que Vincent Van Gogh, c'était juste un type. Donc, il décape, d'une certaine façon, il décape notre idée de l'artiste, du biopic et tout ça. Tout le monde est juste un type. Là, on fait un film qui s'appelle Van Gogh. Donc, en gros, on annonce un plat. Enfin, c'est pas une critique. Non, mais c'est vrai que c'est une bonne chose. Moi, je trouve que justement, là, on nous annonce Van Gogh, donc on se dit, ça y est, on va commencer sa naissance, son machin. Et finalement, on est transporté dans autre chose. J'ai l'impression d'ailleurs qu'il est plus documentaire quand c'est la campagne, et qu'après, ça se passe à Paris, donc on a l'impression que Paris, peut-être moins. Il n'y a pas de scène d'extérieur, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, même dans l'appartement, on parlait de fenêtres tout à l'heure, ce qui m'étonnait, c'est qu'il disait, oui, Paris, je vais arriver, je vais ouvrir ma fenêtre, il n'y a que du gris derrière. Et on a l'impression que quand il mange, derrière, il y a toute la campagne. Je ne sais pas si c'est... On a l'impression qu'il y a une fenêtre qui donne sur la campagne, des bois. Que c'était très vert. J'ai vu des arbres, mais oui, je ne sais pas, on a l'impression que c'était très vert.
Au contraire, je trouve que l'intérieur de l'appartement est plutôt là aussi très bien. Il fait ressentir une forme de... Il fait ressentir ce côté intermédiaire de la position sociale du frère. En fait, il est assez pauvre, le frère. Et on voit dans la façon dont... évidemment, il n'y a pas du tout de baignoire, enfin, c'est un baquet et tout ça, mais je trouve que dans la disposition de l'appartement, on sent bien ça. Qu'il met ses toiles sous le lit, je trouve que l'espace est très... suggère très bien ça. Il n'y a aucune joliesse, il n'y a pas d'ornement, il n'y a pas de... Oui, il y a quelques toiles de Van Gogh dans cet appartement, mais on sent quelque chose d'étriqué et d'étouffant, véritablement. Oui, la maison du docteur Gachet, justement, très ouverte, très... Mais à chaque fois, c'est très marqué socialement, même quand c'est pas dit, c'est assez marqué. Est-ce qu'il s'est fâché avec ses comédiens? Je me souviens plus sur celui-là. Parce que les entretiens que j'ai lus ou entendus de lui après, je vous dis, il dit un peu du mal de... Oui, il dit pas mal du mal de Dutronc, parce qu'il a eu le César, je pense, et que Piala n'a rien eu à Cannes. Enfin voilà, bon, c'est des choses... Il dit que Dutronc joue trop intentionnellement, je sais plus quoi, la folie ou pas assez, enfin... Voilà, il me semble que tout ce qu'il dit après coup, à part le fait de gâcher lui-même, hein, enfin, c'est aussi l'histoire de ses films, et encore celui-là, c'est-à-dire le gâchis, quoi. Voilà, ça me saisit pas comme étant d'une grande pertinence. Par contre, il voulait vraiment qu'Alexandra London continue, et c'est vrai qu'elle a eu quasiment aucune carrière, quoi. Et le film a une reconnaissance critique Oui. C'est immédiat, non? Oui, et d'ailleurs, il a fait 1 300 000 entrées, ce qui aujourd'hui serait complètement, je pense, impossible pour un tel film. Et pourtant, Piala n'était pas content, donc comme quoi. Parce que c'était l'année, notamment, d'abord parce qu'il n'a rien eu à Cannes, je pense, mais aussi parce que c'était l'année de Tous les matins du monde, vous vous souvenez? Marin Marais, voilà, qui a lui fait, je crois, 2 millions ou plus. Voilà, c'était une époque fastueuse, et Piala n'a jamais été très généreux, disons, envers ses autres, envers ses concurrents, on peut dire. Mais en tout cas, voilà, merci à ceux qui sont venus et restés. Merci beaucoup, Charlotte, pour ce cycle. Et on te retrouvera en octobre.